Bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, rencontre avec les Faucons de Bagdad. Ces policiers irakiens sont sur le qui-vive 24 heures sur 24. Leur mission, déminer toute bombe avant explosion. Nous parlerons aussi d'Ariel Sharon, inhumé cette semaine en Israël. Et puis, nous ouvrirons le projet de constitution égyptienne. Que contient le texte? Quelles sont les avancées, les régressions? Clovis Casali a étudié la question. Et on part en Irak pour commencer ce magazine. L'Irak qui renoue avec ses années noires. 2013 a été la plus sanglante depuis 5 ans. Les violences, les attentats ont fait 7800 morts. Rien que lundi soir, 4 voitures ont explosé dans la région de Bagdad. Ces attaques, un groupe de policiers tente de les éviter. On les appelle les Faucons de Bagdad. Leur mission, désamorcer les bombes avant leur explosion. Une course contre la montre et la mort. C'est un reportage d'Anne-Sophie Lemoff. Midi. Alerte chez les Faucons de Bagdad, la brigade de police anti-explosif. Direction le quartier chiite d'Aï al-Amel, à l'ouest de la capitale, où une voiture piégée vient d'exploser. Le deuxième attentat, en moins de 10 minutes à Bagdad. Ces quartiers qu'ils ciblent sont des quartiers chiites, pas des quartiers sunnites. Tout ça a lieu dans des quartiers chiites. C'est là que l'organisation Al-Qaïda travaille. Comme beaucoup de véhicules explosés à Bagdad, la voiture piégée était un taxi. L'endroit, un quartier populaire très commerçant, régulièrement visé par Al-Qaïda. Bilan, 9 blessés évacués vers les hôpitaux et 2 morts. 2 policiers qui, en voyant ce véhicule suspect, avaient pris soin de barrer la route avant de briser les vitres de la voiture. Leur courage leur a été fatal. L'explosion s'est produite de l'autre côté, à environ 200 mètres. Et regarde les impacts sur le mur. T'as vu ce qu'ils ont mis dedans? Des barres de fer. Ils ont mis ça à l'intérieur de la voiture. Des objets métalliques qui en feu tuent ou blessent grièvement. Un policier nous confiera que des analyses ont même révélé la présence de clous mélangés à de la mort au rat lors de précédents attentats. Une entreprise meurtrière très bien rodée. La brigade des Faucons, créée en 2005, est composée de 4 équipes de 12 hommes. Des hommes dans la ligne de mire d'Al-Qaïda. Des dizaines d'entre eux ont été grièvement blessés ou tués lors d'opérations de déminage. Quand tu quittes la maison, quand moi je sors de la maison, je lis la Fatiha et dis la Shahada. Quand on va en mission, même chose. Pas seulement moi, Saad aussi, et tous les autres aussi, car tu sais qu'aujourd'hui tu sors de la maison et que demain tu ne reviendras peut-être pas, que tu ne reverras plus ta famille. À peine le temps de décompresser et déjà une autre mission pour les Faucons, au centre de Bagdad cette fois. Une bombe artisanale vient d'être découverte devant la porte d'une propriété du quartier cossu de Zeyouna, une zone résidentielle où vivent d'anciens officiers et fonctionnaires. Ces engins provoquent de véritables carnages au sein des forces de l'ordre et de la population. C'est ici. Là-dessous, c'est le portable. Je l'ai enlevé du sac plastique, je l'ai vu, je l'ai lancé et j'ai fui. Localisée, la bombe est isolée à l'aide du robot, puis désamorcée à la main au péril de leur vie. Mission accomplie avec succès pour les Faucons de Bagdad. C'est un obus de mortier, une arme de guerre liée à un circuit électrique et un portable. Le tout lié à des batteries et TNT. La routine pour ces démineurs rompus aux techniques terroristes. Tragédie dans la rue Palestine, 4 jours après cet attentat manqué. La victime est un boucher d'une 60aine d'années. D'après l'enquête de police, l'homme n'était pas visé. La voiture qu'il conduisait appartenait à l'un de ses amis, le même qui, quelques jours auparavant, avait poignardé un kamikaze avant qu'il ne s'explose. En représailles, Al-Qaïda aurait placé une bombe magnétique sous le siège de son véhicule. Plusieurs dizaines de voitures piégées et bombes artisanales de ce type explosent chaque semaine en Irak. En 2013, plus de 6 000 Irakiens auraient péri dans des attentats.
Les blessés se comptent aussi par milliers, sans qu'il soit possible d'en donner le nombre. Victime il y a 9 mois d'une voiture piégée, Saad a été touché au visage, aux jambes et à la poitrine. Une survie qu'il doit à un mur. Ma tête était en morceaux et les gens devant moi amputés. Mais moi, Dieu m'a sauvé pour ses enfants. Ces douleurs incessantes l'empêchent de travailler. Faute d'argent, toute la famille a échoué dans un bidonville au centre de Bagdad. Sans prise en charge de l'État, difficile après un attentat de se reconstruire. Dans le reste de l'actualité au Moyen-Orient, il y a la Syrie. L'armée continue de progresser sur le terrain, avancer également sur le dossier du nucléaire iranien. Mais l'on commence par les obsèques d'Ariel Sharon. L'ancien Premier ministre israélien s'est éteint samedi dernier. Résumé de la semaine avec Claire Bonichon. L'État hébreu en deuil. Israël a enterré son ancien Premier ministre et chef de guerre Ariel Sharon, décédé après 8 ans de coma. Des funérailles sous très haute sécurité dans sa propriété du Negev, non loin de la bande de Gaza. Un peu avant, un hommage national lui a été rendu devant la Knesset, le Parlement, en présence notamment de Tony Blair et de Joe Biden, le vice-président américain. Comme ministre et comme Premier ministre, il est resté ferme sur notre droit à nous défendre dans la région. Afin que nous puissions y vivre en sécurité, un droit que nous revendiquons toujours aujourd'hui. Dimanche, ce sont environ 20 000 Israéliens qui se sont pressés devant le cercueil de l'ancien homme fort de la droite nationaliste. Dans les territoires palestiniens, en revanche, à Gaza et en Cisjordanie, on a célébré la mort de celui que l'on considère comme un criminel. Des avancées sur le dossier du nucléaire iranien. L'accord intérimaire entre l'Iran et les grandes puissances sera appliqué dès le 20 janvier. Pour la première fois en presque 10 ans, le programme nucléaire iranien ne sera plus en mesure d'avancer. En réalité, sur certains points, il va même reculer. L'application de cet accord conclu fin novembre doit se faire de manière graduelle et sous la surveillance accrue de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Téhéran accepte de geler pendant 6 mois ses activités nucléaires sensibles en échange d'une levée partielle des sanctions. Côté américain, toutefois, l'optimisme reste mesuré. Barack Obama sait qu'il sera difficile de parvenir à un accord final sur ce dossier épineux. En Syrie, l'armée avance et s'est emparée de plusieurs localités de la région d'Alep. Les pro-régimes profitent des combats qui opposent les rebelles aux djihadistes et les djihadistes entre eux. Ceux de l'État islamique en Irak et au Levant ont pris notamment le contrôle d'Al-Bab, près d'Alep, et reconquis la quasi-totalité de Raqqa, plus à l'est, seule capitale provinciale qui échappe encore au régime. Ces combats dans le nord du pays ont fait plus de 700 morts en 10 jours. À Paris, États-Unis et Russie ont appelé à un cessez-le-feu limité géographiquement avant la conférence de Genève 2, la conférence de paix pour la Syrie, qui doit se tenir à partir du 22 janvier. Un référendum et un test pour les nouvelles autorités égyptiennes. Les électeurs doivent se prononcer sur le projet de constitution, un texte sur mesure pour les militaires au pouvoir et qui écarte encore plus les frères musulmans. Explication Clovis Casali. Ils le clament haut et fort depuis des semaines. Pas question de soutenir la nouvelle constitution. Les frères musulmans boycottent le référendum. Les partisans du président déchu Mohamed Morsi sont bien isolés car tous les autres partis égyptiens se sont rangés derrière le projet de constitution élaboré par des libéraux avec l'appui des militaires. Tous les chapitres et les articles de la Constitution permettent l'avènement d'un pouvoir civil et abordent le fonctionnement d'une administration et d'un gouvernement civil. Le texte prévoit que le président pourra exercer 2 mandats de 4 ans. Lui et sa famille devront être nécessairement de nationalité égyptienne. Le gouvernement s'engagera à bâtir une Égypte démocratique, moderne, avec un gouvernement civil. Les parlementaires, eux, auront le dernier mot sur le choix du Premier ministre. Problème, selon certains observateurs, les militaires seront toujours aussi puissants. De manière peu surprenante, les articles qui concernent le système de justice militaire restent profondément problématiques dans cette constitution parce qu'il permet à des militaires de juger des civils quand ils le souhaitent. L'armée qui avait destitué le président Morsi suite à une vague de manifestations d'envergure pourra choisir seule le nom du ministre de la Défense selon la nouvelle constitution.
Le texte souligne par ailleurs la liberté de croyance absolue pour tout Égyptien, même si l'islam demeure la religion d'État. Les droits des femmes seraient renforcés avec la garantie de l'égalité des sexes au niveau politique, économique et social. Depuis son balcon sur la place Tahrir, Ghada Al-Adami, militante féministe, a vu et participé à plusieurs actions citoyennes. Pour elle, l'Égypte prend enfin le bon chemin. Cette constitution a été conçue pour servir tous les Égyptiens, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, et quelle que soit leur religion. Même les handicapés auront plus de droits avec cette nouvelle constitution. Ça n'avait jamais été le cas avec les constitutions précédentes, pas même celle des frères musulmans. Dans un pays sous tension et divisé, le dispositif de sécurité a été renforcé. L'Égypte vit un nouvel épisode majeur de son histoire. La Constitution posera les bases pour le futur du pays. Et c'est la fin de ce magazine. À très bientôt sur France 24.